Merci, monsieur l'inspecteur général. Monsieur le professeur Alain Perraube va maintenant prendre la parole. Monsieur le recteur, monsieur le ministre conseiller, monsieur le directeur général du Hamban, monsieur l'inspecteur général, cher Joël, mesdames et messieurs, chers collègues. L'essor considérable de l'enseignement du chinois en Europe, mais aussi plus particulièrement en France au cours des 10 dernières années, où on est passé à 33 000 apprenants en 2012, soit, comme vient de le rappeler l'inspecteur général, un accroissement de près de 400% par rapport à 2002, avec une nouvelle augmentation de 13% entre 2012 et 2013. Donc cet essor considérable rend assurément opportune la tenue de ce premier séminaire européen de formation des professeurs de chinois, et on ne peut que se réjouir que cet événement heureux se déroule en France, à l'initiative de notre collègue Joël Bellassem et avec le fort soutien de l'Académie de Paris, dont Joël Bellassem, inspecteur général de l'Éducation nationale. Il est bien connu de tous que le chinois standard, ce qu'on appelle le putonghua ou le mandarin, est depuis bien longtemps, si ce n'est depuis toujours, ça c'est peut-être plus discutable, la langue la plus parlée dans le monde, puisqu'aujourd'hui elle totalise 870 millions de locuteurs natifs, très très loin devant l'hindi ourdou qui n'a que 390 millions, ensuite l'espagnol 340 millions, l'anglais qui n'intervient qu'en 4e position avec 330 millions, l'arabe 200, le bengali, le portugais, le russe, le japonais, l'allemand et le français à égalité qui arrivent en 12e position, et le cantonais, une autre langue sinitique, il y a quand même 80 millions de locuteurs. Et là, je vous cite les derniers classements des 12 langues les plus parlées dans le monde. Comme vous savez, il y a un certain nombre d'organisations linguistiques qui passent leur temps à compter les langues tous les 2 ou 3 ans, dont la fameuse SIL, Summer Institute of Linguistics aux États-Unis. Monsieur le professeur Wu Tianming le sait très bien. Ce que l'on sait beaucoup moins, en revanche, c'est que le chinois standard est aujourd'hui aussi devenu ce que j'appellerais une lingua franca véhiculaire, c'est-à-dire une langue seconde, une L2, avec 180 millions de locuteurs. Alors certes, encore loin derrière la première qui est l'anglais, qui en compte 800 millions de locuteurs de L2, mais déjà, au fil des ans, le chinois qui n'était que 5e ou 6e a remonté petit à petit des différentes places et se trouve aujourd'hui en 2e position derrière l'anglais pour ce qui est le nombre de locuteurs de L2. Donc, devant l'arabe, devant l'hindi ourdou, devant le bahasa malais indonésien, le russe, l'espagnol et le français qui compte quand même aussi 50 millions de locuteurs de L2. Mais je souhaiterais vous parler très brièvement de l'importance du chinois dans une perspective d'économie des langues. Il existe en effet depuis peu une sous-discipline de la linguistique ou une sous-discipline de l'économie, qui est une sous-discipline et de la linguistique et de l'économie, qui s'appelle l'économie des langues, qui calcule tout simplement la rentabilité des langues vivantes. Les écolinguistes, puisqu'on les appelle ainsi, enfin c'est ainsi qu'ils se nomment, mènent des recherches sur le taux de rendement de l'apprentissage des langues. Comme votre argent à la banque, en effet, les langues affichent un taux de rendement. Autrement dit, la politique des langues, maintenant, peut être évaluée avec des indicateurs précis, au même titre que la politique des transports, de l'environnement ou de la santé. Et on observe une corrélation très forte entre le plurilinguisme des individus et leurs revenus quand ils sont sur le marché du travail,
ce qui bénéficie évidemment à l'économie tout entière. C'est ce que montrent les études qui ont été réalisées récemment par François Grain à l'Observatoire Économie, Langue, Formation, le fameux ELF qui a été créé au sein de l'École de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Et les premières études qui ont permis de constater que le fait de tout miser sur une seule langue, sur un seul idiome, en l'occurrence évidemment souvent l'anglais, est un mauvais calcul sur le plan économique au niveau européen. Et en ces temps de crise qui n'en finit pas, et dans un contexte de forte concurrence internationale, il est de plus en plus fréquent que plusieurs entreprises soient en mesure de fournir des produits à peu près similaires et à peu près aux mêmes conditions. La différence va se jouer ailleurs et elle se joue souvent sur d'autres plans, parmi lesquels, évidemment, le contact avec la clientèle et les fournisseurs. Et à ce jeu-là, hors du monde anglo-saxon, la maîtrise de l'anglais, qui tente à se banaliser considérablement, n'est plus suffisante. L'International Herald Tribune, il y a quelques semaines, rapportait ainsi qu'il était fortement recommandé pour un banquier occidental qui souhaite vendre des produits financiers à des clients chinois d'être capable de s'exprimer en mandarin. De la même manière, et on le sait, le russe ou l'arabe jouent aujourd'hui un rôle non négligeable dans la gestion de fortune pour l'accès à certains clients. Et ces enquêtes dont je vous parlais au sein de l'Observatoire Économie, Langue, Formation de l'Université de Genève montrent qu'en Suisse romande et alémanique, la prime à l'anglais, qui reste aujourd'hui de l'ordre de 10% lors d'une embauche à diplôme égal dans les entreprises suisses, a tendance au fil des ans à décroître au fur et à mesure que la maîtrise de l'anglais devient presque aussi naturelle que celle de la langue maternelle et les experts prédisent qu'elle le sera dès 2050. Le bonus salarial, appelons ça bonus salarial si vous voulez bien, que procure une bonne maîtrise du chinois, en revanche, affirme un rendement de plus en plus croissant et qui croît à une allure vertigineuse au fil des ans, ce qui conforte ce que vient de nous dire notre inspecteur général Joël Bellassem avec d'autres critères. Il atteint déjà 7 à 8% en Belgique, selon une étude de 2012 réalisée par l'université néerlandophone de Louvain, la fameuse KU Leuven. Il n'existe pas encore, à ma connaissance, de telles études pour la France, mais un colloque international, le premier du genre, a été prévu à ce sujet les 19 et 20 juin 2014, qui sera organisé à l'Université de Chicago, mais à Paris, par l'Université de Chicago à Paris et par le Collégium de Lyon. Et il ne fait aucun doute à mes yeux que les résultats confirmeront ces premières statistiques qui ont d'abord été satisfaites, évidemment, dans des pays européens comme la Suisse ou la Belgique, multilingues. Alors une question, évidemment, se pose, et s'est posée depuis longtemps, qu'appelle-t-on une très bonne maîtrise de la langue 2, c'est-à-dire bien parlée et bien écrite dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et qu'appelle-t-on dans cette très bonne maîtrise quand il s'agit d'une langue comme le chinois, qui n'est pas une langue indo-européenne et qui est quand même, bon, il ne faut pas se le cacher, certainement plus difficile à apprendre pour un Français que l'espagnol ou l'italien. Donc combien d'années d'apprentissage sont-elles nécessaires pour atteindre ce résultat ? Alors un autre linguiste suisse, qui est plutôt psycholinguiste, qui est psychologue et linguiste, que vous connaissez sans doute, Claude Piron, qui a été longtemps traducteur de chinois à l'ONU, avait estimé il y a une quinzaine d'années que pour avoir une très bonne maîtrise de la langue chinoise, bien parler, bien écrire, il fallait y consacrer 12 000 heures,
Autrement dit, 4 ans, à raison de 10 heures par jour, y compris le dimanche. C'est beaucoup. C'était une étude très sérieuse, je m'en souviens, mais c'était il y a 15 ans. Et c'est certainement beaucoup moins aujourd'hui, car je suis convaincu, et nous le sommes sans doute tous, que les immenses progrès qui ont été accomplis en linguistique didactique, qui ont passablement renouvelé les méthodes d'enseignement du chinois et dont vous allez discuter dans le détail au cours de ce premier séminaire européen de formation, ont raccourci considérablement ce temps d'apprentissage. Voilà, je vous souhaite des travaux très fructueux et je vous remercie.